Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 29 Nissan et nous sommes arrivés à Daf Memchet de Shabbat Memchet. Nous étions à la deuxième ligne. Rabba et Rabbi Zera ekle'o leve Reish Galuta. Donc Rabba et Rabbi Zera ils sont arrivés donc chez Reish Galuta, c'est-à-dire le grand Rav de Bavel. Haziu le'aou avda, ils ont vu un des serviteurs donc de chez le grand Rav. Il a pris un bol d'eau et il a mis sur le kumkum, sur donc la bouilloire pour le réchauffer. Nazir Rava, Rava il a grondé. Comment tu fais ça? C'est Assur Shabbat. Amal et Rabbi Zera, il a dit, Rabbi Zera lui dit, pourquoi, à Rabba, il lui dit, pourquoi tu l'as grondé? Quelle est la différence entre quelqu'un qui met comme celui-là, donc un bol de froide sur la bouilloire pour chauffer, et quelqu'un qui met de l'eau chaude, par exemple une bouilloire d'eau chaude, sur une autre bouilloire d'eau chaude, et là c'est Moutar Shabbat de le faire pour garder la chaleur. Amalé lui a répondu, c'est pas pareil. Pourquoi? Il lui dit, là-bas, quand tu mets de l'eau chaude sur de l'eau chaude, il ne fait que maintenir ce qui est chaud. Ça, c'est moutar. Mais là, tu mets de l'eau froide, ça va réchauffer, ça, c'est Assur Shabbat, c'est Mevachel. Hadal Hazi, il a vu encore donc le serviteur faire autre chose ce Shabbat. Des faras d'estodala pour mettre des kouva. Il a pris donc une sorte d'écharpe ou de serviette comme ça. Il a mis sur comme une sorte de cruche comme ça, ou une bouteille, et il a mis la natla, c'est-à-dire le chose pour servir, donc dessus. Ça veut dire le problème ici c'est quoi? Donc, on va voir d'abord que la Gemara va raconter comment ça se passe. Nazir Rabba, là aussi Rabba il a crié. Amal et Rabbi Zera Amay. Rabbi Zera dit, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu le cries? Amal et Rabba lui dit, Hashta Hazit, tu vas voir ce qui va arriver maintenant. Et effectivement, l'Esof, à la fin, Hazid et Ramassale, il a vu que le monsieur, donc le serviteur, il a pris, comme il a mis comme une sorte de serviette sur la cruche d'eau, elle a pris de l'eau, et donc il est en train de dessorer la serviette. Il a dit, tu as vu? Donc tu vois, je savais pourquoi il ne fallait pas qu'il fasse ça. Amale Maïshena Mepedumkra. Il a dit, quelle est la différence avec le torchon qu'on met habituellement justement sur les cruches pour couvrir? Il dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit là-bas, quand il met un torchon, on sait très bien que le torchon il est toujours donc humide. Et donc, c'est l'habitude. C'est pour ça qu'il ne va pas venir à l'essorer. Mais ici, quand tu mets une serviette toute neuve, tu vois qu'elle va être trempée. Là, tu vas venir à l'essorer Shabbat. C'est pour ça que c'est différent. Après, on a dit dans la Mishnah hier, on a dit qu'on n'a pas le droit de envelopper la casserole, donc faire ce qu'on appelle une hatmana avec de la paille. On a dit de la paille quand elle est humide, on n'a pas le droit, mais quand elle est sèche, c'est moutar. Alors la Gemara dit, Ravada, il a posé une question à Abaye. Il lui a dit, Mochin shetaman bahen, ma'uletat elan beshabbat. Si quelqu'un il a pris mochin, c'est des morceaux, donc on a dit soit du coton, soit du tissu, c'est comme ça des morceaux, plein de petits tissus comme ça, qu'on prend en enveloppe avec la casserole. Il a dit, si quelqu'un il a pris donc des choses comme ça, il a enveloppé une casserole Shabbat, est-ce que après il a le droit de les déplacer? C'est parce que normalement, les morceaux de tissu comme ça, on les garde pour faire autre chose. Donc ils sont réservés à autre chose. Ils sont mouxés pour leur travail, pour l'usage qu'on fait. Peut-être pour combler les vêtements, enfin, ça n'a pas d'importance. Mais là, il les a pris pour mettre donc enveloppé avec une casserole. Maintenant qu'il a enveloppé avec la casserole, est-ce qu'on les considère comme quelque chose d'utile et on peut les déplacer Shabbat? Ou bien non, on dit toujours ils sont réservés à leur usage habituel et c'est interdit. Amallo, il lui a répondu donc Abaye, alors Abaye lui dit, mais quoi? Parce qu'il n'a pas de paille et donc tu crois qu'il va abandonner cette caisse pleine du tissu? Va dire que non. Et donc
c'est sûr que même s'il les a enveloppés avec, dans sa tête, dans son esprit, il va encore les utiliser à leur usage habituel. Et donc après, ils seront mouxés, on n'a pas le droit de les déplacer. Alors l'Agmara dit l'imam Allez, donc est-ce qu'on va dire cela va aider? Ce qu'on a dit dans l'Agmara de Baba Batra, c'est marqué Tomnin bigiz zesemen ou psepesemen ou veshonot seragaman ou vmochin ve'in metatelin otan. Là-bas, c'est marqué dans l'Agmara, dans la Breta. On a le droit d'envelopper avec des toisons de laine, ou bien avec des tsepesemer quand on a brossé la laine, ou veshonot seragaman, ou bien dans les, comment on appelle ça, comme une sorte de bande de lin rouge pourpre, ou mouchin, et aussi avec des morceaux de tissu comme ça. Et là-bas, l'Agmara dit, et on n'a pas le droit de les déplacer. Donc tu vois bien que, comme il a dit à Abaye, c'est pas parce qu'on les a enveloppés avec une casserole qu'après ça devient, on peut déplacer. Non, ça reste toujours, on n'a pas le droit de déplacer. Donc c'est un soutien pour Abaye. Vient l'Agmara, elle réfute, elle dit non, c'est pour ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas dans l'Agmara, il faut lire de cette façon. Là-bas, c'est marqué, on a le droit d'envelopper avec la laine, tout ça, et avec les morceaux de tissu. Et là, il faut rajouter. Et si maintenant, il n'a pas enveloppé avec, effectivement, ils sont moussés. Sous-entendu que s'il a enveloppé avec, il peut les déplacer. Donc, c'est pas sûr que ça soutient à bailler. Alors l'Agmara dit, moi dit, je comprends pas, mais si tu dis ça, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Tu me dis, s'il n'a pas enveloppé, il n'a pas le droit de déplacer. Heureusement, puisqu'ils ont réservé un truc interdit. L'Agmara dit non. Parce que j'aurais pu penser que tous ces morceaux de tissu, on peut les poser pour se mettre sa coudée dessus, pour s'allonger dessus. Et donc, toi, tu aurais pu dire, non, on peut les déplacer Shabbat. C'est pour ça qu'on est venu te dire, non, ce n'est pas réservé cet usage, et donc c'est assuré de les déplacer Shabbat. La Gemara nous amène à un autre enseignement. Rav Hasda shara le'adore udra levesadia beshabbat. La Gemara dit que Rav Hasda, il a autorisé de remettre dans un coussin le Shabbat, ce qu'on enfile dedans. Soit le plumage, soit la laine, pour faire un coussin. Il y avait une enveloppe de coussin en tissu, il a rempli, donc il a rendu coussin. Donc il a autorisé de faire ça Shabbat. Sur ce, était Rav Hanan bar Hasda et Rav Hasda. Rav Hanan, il lui objecte. Il dit, comment tu fais ça? Pourtant, c'est marqué, Materin bet asavad be Shabbat. Aval lo potrin ve'en notnin tamuchen lo netochakav lo takazet beyom tov ben sarnama be Shabbat. Il dit, c'est marqué dans la Breta. On a le droit d'ouvrir une encolure Shabbat. Parce que quand ils leur donnaient donc les vêtements à laver, ils attachaient ici avec des autres vêtements. Alors il te dit, maintenant, quand tu récupères le vêtement, tu as le droit d'ouvrir ça Shabbat pour mettre ton habit. Aval l'opotrin. C'est-à-dire que si maintenant tu récupères un habit chez le couturier, et à l'époque d'avant, le couturier, quand il faisait l'habit, il attachait ici pour montrer que personne n'a encore mis ce vêtement. Et si toi tu viens Shabbat pour ouvrir ça, pour te mettre, ça tu n'as pas le droit, parce que c'est là où tu le transformes en vrai vêtement. Et ce qui nous intéresse à nous, il y a marqué, et on n'a pas le droit de mettre, donc ce qu'on enfile là-bas, ni dans un coussin, ni dans un matelas, B'Yom Tov, à Yom Tov. Et à fortiori, à Shabbat, on n'a pas le droit. Comment Rav Hasda, il a autorisé? Alors l'Agma a dit, la kasha, c'est pas une objection. Pourquoi? Ha bi'hadate, ha bi'atiqe. Rav Hasda, l'Agma a dit, quand est-ce que c'est assourd? C'est quand il y a un coussin qui n'a jamais été coussin auparavant. Tu avais un morceau de tissu, maintenant tu veux le rendre coussin, tu rentres plein de choses, tu remplis plein de choses dedans. Ça c'est assourd Shabbat, parce que tu le transformes la première fois en coussin. Mais un coussin qui était déjà coussin, et par exemple il s'est vidé de ses plumes ou de sa laine, alors là Shabbat tu as le droit de le remettre dedans, ça c'est moutar. C'est pour ça que Rav Hasda il a autorisé. Tanya Nami Achi, donc la Braïta dit effectivement, En notin et tamuchin, lo le tochakat, velo le tochakesat biyom tov, et sarnama b'Shabbat. Nashru, mahazere notan b'Shabbat, et sarnama biyom tov. Donc la Braïta elle soutient ce qu'on vient de répondre maintenant. La Braïta a dit comme ça, on n'a pas le droit de mettre donc
le plumage ou la laine ni dans le coussin, ni dans le matelas le jour de Yom Tov, et à fortiori Shabbat, on n'a pas le droit. Donc pour la première fois. Mais Nashru, si maintenant il y avait déjà du plumage ou de la laine dans le coussin ou dans le matelas dedans, et ils sont tombés, alors Mahazirin Otan Beshabbat, tu as le droit de les remettre Shabbat, et à fortiori le jour de Yom Tov. Comme on vient de dire maintenant, la première fois c'est assour, parce que tu transformes le keli, et ensuite c'est mutar. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il vient Rav Yehuda au nom de Rav, il dit Hapoter bet asavat beshabbat hayav hatat. Comme on a dit donc, celui qui ouvre donc une encolure Shabbat, il est hayav hatat. C'est donc on a récupéré un vêtement tout neuf chez le couturier, on n'a jamais mis encore. Shabbat, tu viens ouvrir pour pouvoir donc enfiler ce vêtement. Eh bien, c'est hayav hatat. Parce que, comme on a dit, donc c'est là où tu termines l'habit, parce que l'habit n'était pas encore fini tant qu'on n'a pas enlevé cette couture-là. Et donc, tu viens le transformer en keli, donc c'est ce qu'on appelle makebe patish, donc terminer un travail Shabbat, c'est assour. Et c'est pour ça que s'il l'a fait involontairement, il est hayav hatat. Matriv la Rav Kahana, il vient Rav Kahana, il objecte. Il dit, ma benzolim gufat havit. Il dit, je comprends pas. Nous, on a vu déjà, on va le voir plus loin. Quand quelqu'un, à l'époque, quand il faisait du vin ou n'importe quel produit, il mettait dans une cruche, il remplissait la cruche. Après, il prenait du plâtre et il recouvrait la cruche. Et Shabbat, avec un coup d'épée ou un truc comme ça, ils ouvrent comme ça. Et dit alors, quelle est la différence? Pourquoi dans la cruche, on a le droit d'enlever ou pour ouvrir, donc accéder au liquide et ouvrir? Et pourquoi dans la chemise ou le vêtement, on n'a pas le droit d'enlever l'encolure pour mettre l'habit Shabbat? C'est la même chose. Amal et Rava. Il vient Rava et lui répond, il dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Zé hibour, vezé eno hibour. Il dit, la différence, Rava, il dit comme ça, c'est que dans le vêtement, quand on a cousu l'encolure dedans, c'est hibour, c'est-à-dire c'est le même habit, ça fait partie du même habit. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir. Mais dans le couvercle de la cruche, le couvercle lui-même, il est indépendant de la cruche. C'est après qu'on l'a mis dans l'intention de l'ouvrir pour le boire après. C'est pour ça que même si on l'a donc scellé avec de l'argile ou autre, on a le droit de l'enlever Shabbat. Il n'est pas considéré comme uni avec la cruche. Ce n'est pas le même produit. Et donc c'est pour ça pour le couvercle c'est moutar, et alors que le vêtement c'est assour. Sur ce, Rami et Rabbi Irmia et Rabbi Zira. Sur ce donc, Rabbi Irmia il objecte à Rabbi Zira. Il lui dit, pourtant on a vu dans une Mishnah, Tnaan, Shelal shel kofsin, Veshalshelet shel maftechot, Ve'aberet sheotafot bekil'aim, Hibur latum'a ad sheyathil lehatir. Alma, shel beshat menachanami hibur. Il dit, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué comme ça. Shelal shel kofsin. À l'époque, quand ils allaient laver le linge, ils l'amenaient devant le fleuve. Et pour éviter que les vêtements ils se perdent dans le fleuve, dans l'eau, alors ils attachaient tous les habits l'un dans l'autre, la chemise, le pantalon, et ainsi de suite. Ils les attachaient. Comme ça, ils lavent et tous les habits sont là. Donc quand on a comme ça une chaîne de vêtements, ou encore une chaîne de clés, quelqu'un il a plusieurs clés attachées les unes les autres. Ou bien si tu as deux morceaux de tissu de laine qui les a cousus avec un fil de lin, et nous on sait que de toute façon on ne va pas les mettre puisque c'est sûr de mettre laine et là, donc c'est sûr qu'après il va enlever le fil pour séparer les deux vêtements. Donc ces trois cas là, la Mishnah dit là-bas hibur les tom'a, ça veut dire quoi? Comme ils sont attachés les uns les autres, ils sont considérés comme hibur pour une tom'a, c'est-à-dire que si tu as l'extrémité, si tu as par exemple 10 vêtements attachés, il y a un des vêtements à l'extrême, il a touché quelque chose de tamé, il est devenu tamé. En fait, c'est comme si que tous, ils font une seule unité et tout l'ensemble, il est tamé. Hibbour, donc ils sont collés pour ce qui est de la tum'a. Jusqu'à ce qu'il commence à détacher. Dès qu'il a détaché ne serait-ce qu'un vêtement, eh bien, il montre que tous les vêtements, ils sont faits pour être détachés. Et du coup, quand il y en a un qui est tamé à l'extrémité, le deuxième, il devient plus tamé, le troisième, quatrième et cinquième, il faut se aussi. Donc, ils sont considérés comme détachés. Ça, c'est une Mishnah.
Maintenant, la Gemara objecte avec une autre Mishnah. On objecte. C'est marqué Makel she'asao yad la kordom Hibour la tum'a Bishat melacha. Il dit quand quelqu'un il prend avant, quand on fait comme une hache, on a le métal, et après on rentre le manche dans le trou pour le coincer. Donc, si quelqu'un il a pris un bâton, il a donc entré dans la hache pour le constituer comme un manche donc de la hache. Il dit la Mishnah là-bas, Hibour la Toma, donc évidemment les deux ils sont considérés comme une seule unité. Seulement il y a marqué là-bas, Bishat melacha, seulement au moment du travail. C'est-à-dire, quand on va travailler avec, il va donc taper avec. Si un des deux morceaux, donc des deux parties, il prend la toma, l'autre aussi il est considéré comme tamé. Mais la Gemara a dit, Bishat melacha in, chez le Bishat melacha là. Mais si c'est pas au moment de travailler, et, par exemple, elle était posée sur la table comme ça, et il y a le manche qui devient tamé parce qu'il bon, il a touché quelque chose de tamé. Alors le métal, lui, il n'est pas considéré comme uni, même s'ils sont ensemble, donc il ne prend pas la toma. Donc tu vois bien que quoi? Que seulement au moment du travail, on considère que les deux parties sont collées, mais hors travail, on ne considère pas les morceaux collés. Alors, les vêtements, quand tu as dit que lui, quand il a attaché tous les vêtements, c'est uniquement pour les laver. Alors pourquoi tu me dis qu'ils sont considérés comme un seul ensemble quand ils sont attachés les uns les autres? C'est pas au moment du travail. C'est juste pour les laver seulement. Pour les laver, c'est pas considéré comme au moment du travail. Donc normalement, chaque vêtement, il doit être indépendant. C'est la question qu'on pose. Amalé, il lui répond, il lui dit c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, Hatam, là-bas, dans le cas de la hache, quand quelqu'un il ne travaille pas avec la hache, il enlève le manche, il ne le laisse pas là-bas, il le jette avec le bois. Apparemment, donc, il changeait tout le temps le manche. Mais ici, il dit, même quand ils ne sont pas en train d'être lavés, il est content que ils sont tous attachés. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui se salait, au moins ils sont encore attachés. Il ne va pas les battre s'il doit les relaver une deuxième fois. Donc tu vois bien que les deux notions sont complètement différentes. Dans la hache et le manche, c'est pas fait pour être ensemble. Alors que dans les vêtements, c'est fait pour être ensemble puisqu'il est en train de les laver. Donc ça s'appelle comme si c'était au moment du travail. Besura matnula lehashmata meshemeda wahada. Dans la ville de Soura, on a donc enseigné ce qu'on va dire maintenant au nom de Rav Hasda. Mais Bepumdita, maintenant Meshemé de Rav Kahana, mais dans la ville de Pomdita, on enseignait cela au nom de Rav Kahana. Ve'amrela Meshemé de Rava, certains disent que c'est au nom de Rava. Voilà ce qu'on va dire, ce qui a été enseigné là-bas dans les deux villes. On a dit comme ça. Mantana, Hamilta de Amurabana, Kolamehobalo Hariho Kamohu. Qui a enseigné ce que les Haramim disent, c'est-à-dire tout celui qui est collé à lui, il est considéré comme lui. C'est-à-dire, il va donner ici un exemple. Amar Rabbi Meir, il vient à Rabbi Don. Rabbi dit, l'auteur c'est Rabbi Meir. De quoi s'agit-il? Ditnan, elle dit comme ça le Mishnah. Bet hapach, ovet atevalin, ovet aner shebakira. Là-bas, il dit, nous on a vu déjà ce qu'on appelle kira, c'est un fourneau dans lequel on mettait des casseroles. Dans certains, à l'époque, ils faisaient comme ça. Dans la kira, dans le fourneau lui-même, ils collaient des petites cavités, soit pour mettre une veilleuse dedans, soit pour mettre de l'huile dedans, soit pour mettre des épices dedans. Donc tout ça, c'est des petites cavités en argile collées à l'argile, au fourneau qui est en argile. Et là-bas, la Mishnah a dit, Metamein bemaga, c'est-à-dire, si le fourneau lui-même, il y a une tom'a qui le touche, rappelons que nous on a dit avant, que l'argile, il prend l'impureté même dans l'espace aérien. Sans que ça se touche. De l'extérieur, ça ne prend pas, mais de l'intérieur, oui.
Là maintenant, il nous dit comme ça, si ce fourneau, par exemple, il y a un reptile mort, il est tombé dessous, dedans, dans le fourneau. Alors, évidemment, comme il a touché le fond du fourneau, alors, le fourneau, il est tamé. Et Rabbi Meir dit, et même les petites cavités qui sont collées, attenantes à ce fourneau-là, ils sont aussi tamés. Par contre, mais Rabbi Meir dit, si maintenant le reptile, il était uniquement donc, en l'air, et nous on sait que l'argile, il prend l'impureté, même quand l'impureté, elle est en l'air dans l'espace interne, donc le vide de cet ustensile, alors Rabbi Meir dit, le fourneau, il est impur, mais les petites cavités, elles ne sont pas impures. On va voir pourquoi. Maintenant, Rabbi Shimon metaher. Rabbi Shimon, lui, il dit, non, même quand l'impureté, elle touche le fourneau en bas, les petites cavités qui sont collées au fourneau, ils sont indépendants. Donc, eux, ils sont toujours tahor. Maintenant, la Gemara dit, Bishama de Rabbi Shimon, on comprend. Pourquoi? Car ça va là, ok, Kiradam, Rabbi Shimon, lui, il pense que les cavités, ces petites cavités qu'on colle sur les côtés, elles sont indépendantes du fourneau. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit que ce soit une impureté par le contact ou une impureté par l'espace aérien, donc de l'intérieur de ce fourneau. Dans tous les cas, là, le fourneau, lui, il est tamé, mais les petites cavités sont indépendantes complètement, donc ils sont tahor. Mais là, Gemara dit, et là, les Rabbi Meir, on ne comprend pas l'enseignement de Rabbi Meir. Et là, la Gemara dit, je ne comprends pas, Rabbi Meir, pourquoi il fait une différence entre le fourneau lui-même et les petites cavités qui sont collées? Soit tu dis que le fourneau, il est tamé, et du coup, les autres aussi avec lui. Soit tu dis que le fourneau n'est pas tamé, les autres aussi ne sont pas tamés avec lui. Alors, on ne comprend pas pourquoi dans le maga, le contact, il a dit oui, elles sont collées. Et dans l'automate de Havir de l'espace aérien, il a dit non. On ne comprend pas pourquoi. Alors, l'Agman répond, pour Rabbi Meir, elle dit oui. En vérité, les petites cavités donc qui sont attenantes, elles ne sont pas considérées comme le fourneau lui-même. Donc ça veut dire que quand le fourneau il est tamé, les cavités elles ne sont pas tamées. Donc quand il y a un tomate de l'espace aérien, il n'y a rien du tout. Alors on ne comprend pas maintenant pourquoi quand il y a un tomate de contact, une impureté de contact, il a dit que Rabbi Meir, que même les petites cavités elles sont aussi tamées. Pourquoi? Il dit, c'est les Hachamim qui ont fait Xéra. Hachamim, ils ont dit, s'il y a eu tomate de contact dans le fourneau, comme les petites cavités, donc, soit de l'huile, soit de l'éveillé, soit des encens, ils sont collés, Hachamim Gazot, que ça aussi, ça devient tamé, parce qu'on les considère comme collés à la kira, au fourneau, et c'est la même chose. Alors, la Gemara dit, alors si tu me dis ça, alors même dans l'impureté de l'espace aérien, si tu considères que ces cavités elles forment une unité avec tout le fourneau en général, alors là aussi ça doit être tamé. Pourquoi alors Rabbi Meir dit dans ce cas-là c'est pas tamé les petites cavités? Alors la Gemara répond effectivement, il dit non. Rabbi Meir il a fait ça, il dit Abdou vola banan et Hachamim ont fait exprès de dire qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que nous on sait que quand il y a un aliment Trouma ou Kadashim qui est impur, il faut le brûler. Et comme cette impureté-là, elle n'est pas de la Torah, puisque c'est des petites cavités qui sont attenantes à la Kira. Et donc c'est pas sûr que c'est tamé. C'est pour ça que Rabbi Meir il a voulu dire dans ces cas-là c'est pas tamé, pour montrer que si il y a des aliments Trouma ou Kadashim qui deviennent tamés par cela, alors on ne doit pas les brûler. Pas comme une Toum'a qui est certaine, pour que les gens savent que cette notion de partie collée, la cavité collée, c'est pas Minatora, c'est les Haramim qui ont fait Xéra. Alors ils ont dit une différence entre donc, la tomate de l'espace aérien et la tomate de contact. Tanu Rabanan Hachamim enseigne. מספורת של פרקים ואזמן של רהטני, חיבור לטומאה ואין חיבור להזעה. Ils disent Hachamim comme ça. Masporet shel prakim, c'est les ciseaux de l'époque. C'est ces deux lames qu'on colle et on décolle. C'est pas comme aujourd'hui, les ciseaux ils sont toujours tout le temps en même temps. Avant c'était prakim, c'est des morceaux qu'on collait.
Veizmin shel vehitni, ou encore, c'est une sorte de une lame avec un manche, donc tu as le manche et on colle à la lame. Alors, la Gemara dit là-bas, pour la Touma, on les considère comme une seule unité. C'est-à-dire, si le bois il est tamé, la lame aussi, et dans les ciseaux aussi, si on une seule qui devient tamée, l'autre aussi elle est tamée. Par contre, il dit, par contre, s'ils sont tamés par l'impureté de la mort, il faut asperger les eaux de la vache rousse 3e jour et 7e jour. Là, ça ne s'appelle pas coller les deux. C'est-à-dire, si le manche il est tamé et toi tu asperges sur la lame, ça ne marche pas. Il faut asperger sur le manche. La même chose pour les ciseaux, il faut sur les deux. Alors justement, là aussi, la Gemara dit, je ne comprends pas. Manafshach, comment tu dis une différence? Et là, soit tu dis que les deux ils sont considérés comme une seule unité. Dans ces cas-là, même pour l'aspersion, si tu asperges sur l'un, l'autre aussi il est taor comme l'autre. Soit tu dis qu'ils ne sont pas considérés comme unité, ils sont différents l'un l'autre. Dans ces cas-là, même pour la Touma aussi, ils sont différents. Si l'un il est tamé, l'autre aussi, l'autre il ne doit pas être tamé. Alors je ne comprends pas pourquoi tu fais une différence. Pour la Touma, tu les considères comme une seule unité. Et pour l'aspersion, la purification, tu ne les considères pas comme une seule unité. C'est pas clair. Amar Rava, il vient Rava, il explique. Il dit, Dvar Torah, effectivement, Mina Torah, Bishat Melacha, Hebo, Ben Toma, Ben Haza, Bishat Melacha, Eno, Hebo, Le Toma, Le Haza. Il dit, Mina Torah, Bishat Melacha, seulement au moment de travailler avec ces ciseaux-là ou avec ce couteau-là pour, là, Rachid dit, c'est pour raboter un petit peu les tricines, donc comme les fenêtres, donc pour limer. Alors il dit, Rachid, la Gemara dit comme ça, Mina Torah, Bishat Melacha, au moment qu'on travaille avec ces ciseaux ou avec cette lame, Hibo, ils sont considérés évidemment comme une seule unité, pour la Touma comme pour l'aspersion, donc ça c'est évident. Maintenant, Bishelo Bishat Melacha, si maintenant les ciseaux ils sont posés ou la lame elle est posée, on n'est pas en train de travailler avec, il dit là aussi, on ne considère pas qu'ils forment la même unité. Ce sont deux parties collées, aussi bien pour l'impureté que pour l'aspersion, aussi la même chose, on est considéré. Donc il y a un qui est tamé, l'autre ne l'est pas. Si on asperge l'un, l'autre n'est pas aspergé. Alors, Hachamim, Gazrou, Gazo Dabanan, Al Tum'a Shelo Bishat Melacha, Mishum Tum'a Bishat Melacha, Al Azah Bishat Melacha, Mishum Azah Bishat Melacha. Il dit, Hachamim ont fait Xera par peur. Hachamim, ils ont dit comme ça. Quand il y a une Tum'a, même si ce n'est pas au moment de travailler, ils sont quand même tamés. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'ils ne sont pas tamés, le monsieur il va dire, même quand ils sont en train de travailler, ils ne sont pas tamés les deux. Alors Hachamim, ils ont fait, donc par crainte que les gens vont se tromper, ils ont dit même aussi bien pendant le travail que hors travail, ils sont considérés les deux parties comme une seule, et ça prend une, elle prend la tomba, l'autre aussi. Maintenant, pour l'aspersion, c'est pareil. Hachamim, ils ont peur que s'ils disent que l'aspersion, elle est valable pour les deux, c'est valable uniquement pendant le travail, mais hors travail, c'est pas valable. Alors les gens, ils vont croire que même pendant le travail, si tu me dis que la haza'a, elle n'est pas bonne, donc hors travail, une aspersion de l'un, ça va pas pour l'autre. Ils vont croire que pour le travail aussi, c'est la même chose. C'est pour ça, Gazrou, que même Bishat Melacha aussi, même au moment du travail, eh bien, il faut une haza'a pour les deux, pour ne pas confondre avec le cas où c'est pas au moment du travail. Après, on a dit Bisman Shein Lahim. On a dit donc dans la Mishnah qu'on peut faire Hatmana, on peut enlever la casserole enveloppée donc avec la paille, les résidus de raisin, mouchin, asavim, donc les herbes et les tissus. Quand ils sont tendres, humides, c'est assour, mais quand ils sont secs, c'est motard. Alors là, on m'a posé une question. Eh bien, elle est où? On pose une question. Lahin Mehamat Asman ou Dima Lahin Mehamat Avalhin? Elle m'a dit quand ils sont humides. Et tu as dit que c'est interdit. Est-ce que seulement quand ils sont humides par nature, que eux ils sont humides comme ça, ou bien même s'ils sont humides par une cause étrangère, par exemple ils ont été mouillés avec de l'eau, ou autre chose, ils sont devenus humides, est-ce que c'est seulement quand ils sont humides de nature que c'est assourd d'envelopper avec, ou bien même quand ils sont humides par un facteur extérieur, aussi c'est assourd? Alors la Gemara répond, elle dit voilà, on a vu dans notre Mishnah, on a dit
לא בתבן ולא בזגים ולא במוחין ולא בעשבים בזמן שאין לחין. On a dit donc ni avec la paille, ni avec les raisins, ni avec les morceaux de tissu, ni avec les herbes, quand ils sont humides. Alors la Gemara dit, si tu me dis qu'ils sont humides par une cause extérieure, je comprends. Mais si tu me dis qu'ils sont donc humides par nature, ou tu as vu toi des morceaux de tissu qui sont humides par nature, ça n'existe pas ça. Donc forcément, on parle aussi des choses humides par un facteur extérieur. Alors la Gemara répond non, pourquoi? Membrata devine atame. La Gemara dit, si on peut trouver des morceaux de tissu, par exemple de la laine, quand on a pris la laine entre les jambes de l'animal, et là-bas c'est plein de transpiration et c'est toujours humide, et donc ça peut trouver un morceau de tissu qui est humide de nature. Donc c'est pas une preuve que même ceux qui sont humides par un facteur extérieur, peut-être que seulement par nature ils sont humides, c'est assourd, mais s'ils sont humides par un facteur extérieur, non. Donc c'est pas une réponse. Alors la Madi Béa détane Rabbi Shaya. Voilà pourtant Rabbi Shaya il a dit Tomnin birsut yivesha ou pfedot yiveshin. Rabbi Shaya dit on a le droit d'envelopper avec des vêtements secs ou même avec des fruits secs. Aval, il a dit Lo birsut leha velo pfedot lehaim. Mais on n'a pas le droit d'envelopper la casserole donc Shabbat, ni avec un vêtement humide, ni avec des fruits humides, des fruits tendres. Alors là aussi, la Gemara dit où tu as vu qu'un vêtement qui est tendre de nature, un vêtement humide de nature, ça n'existe pas. Donc tu vois bien que c'est forcément par un facteur extérieur. Là aussi, la Gemara répond, dit non, pourquoi? Là aussi, comme on a dit tout à l'heure, des fois un homme il prend de la laine entre les jambes, entre les cuisses de l'animal, et là-bas c'est toujours humide et c'est toujours donc il y a transpiration et tout ça. Et il a fait avec donc un vêtement de laine et donc il est resté humide de nature. Donc c'est pas forcément par un facteur extérieur, ça peut être aussi de nature. Donc on n'a pas répondu à cette question.